Donc, on va passer 45 minutes ensemble, plus les questions, sur cette thématique qu'est la nutrition du sport. Alors, la nutrition du sport, comme la nutrition d'une façon globale, c'est de la physiologie humaine et de la biochimie des aliments, hein. Donc, tout ça, on va le traduire par de l'alimentation, en sachant qu'on voit qu'il n'y a pas forcément une nutrition par rapport à une discipline. En fait, la nutrition va s'adapter aux contraintes qui sont générées par la discipline et au type de substrat énergétique dont va avoir le besoin le sportif pour sa discipline sportive. Mais on ne peut pas dire il y a la nutrition du basketteur, il y a la nutrition du judoka, il y a la nutrition de l'haltérophile. Tout dépend des modalités de pratique et de préparation du sport. Alors ça, c'est un prérequis qui est fondamental. Il faut savoir, et ça on n'en a pas forcément conscience, que le corps se répare et se construit à partir de ce que l'on ingère. Et ça, c'est un prérequis de base. C'est-à-dire que si vous ne consommez pas les bons nutriments, donc sous-entendu les bons aliments qui vous apporteront les bons nutriments, automatiquement, il y aura des problèmes. Donc là, j'ai pris une petite photo pour illustrer ce propos, hein. Donc on voit une maison qui se construit. Si vous n'utilisez pas les bons matériaux de construction, ben, vous avez des fondations qui sont fragiles ou précaires. Donc la particularité du sportif, c'est que par rapport à une personne sédentaire, il y a une usure beaucoup plus importante que chez le sédentaire, ce qui nécessite des besoins bien particuliers et des besoins un peu plus, on va dire, quantitatifs et qualitatifs que chez une personne sédentaire, quel que soit le niveau de pratique. En sachant ce que je vais développer ce soir, on est plus sur du sport santé que du sport de haut niveau, puisque pour le sportif de haut niveau, on aura des protocoles beaucoup plus précis et beaucoup plus pointus. Mais gardez ça à l'esprit. Excuse-moi, oui, Thibaut, je te coupe juste une seconde. J'ai une demande, une personne, si tu peux parler un petit peu plus fort. Ça marche. Ben, je vais mettre le. C'est bon là, comme ça? Ouais, si tu peux parler, voilà, voilà. Après, oui, il y avait des gens qui auraient du mal à t'entendre. Je vais parler plus fort et je vais tenir mon micro comme ça, hein, voilà. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que pour le sportif de haut niveau, les besoins seront plus précis et plus pointus, mais ce n'est pas forcément le thème du sujet de ce soir. On va parler de différentes choses, et c'est ce que j'évoquais un petit peu en introduction, c'est que les besoins ne sont pas spécifiques à une discipline, les besoins vont dépendre de différents paramètres que sont la durée de l'effort, que sont la filière énergétique qui va être utilisée. Est-ce qu'on veut utiliser des glucides à l'effort? Sur des efforts de type lactique, par exemple, pour caricaturer, ce sont des efforts qui brûlent ou qui essoufflent. Est-ce qu'on veut utiliser des lipides, donc du gras? C'est des efforts qui vont durer beaucoup plus longtemps. On peut prendre l'exemple de la course à pied, par exemple, pour un effort aérobie, et on peut prendre l'exemple du karaté ou de la boxe pour un effort anaérobie. Donc là, ce ne sont pas tout à fait les mêmes substrats qui seront utilisés, et donc pas les mêmes besoins en amont ni pendant la pratique. Le paramètre important aussi, ça va être la température, puisque ça va jouer sur les apports nutritionnels. Quelque chose qui peut paraître assez rigolo, mais les impacts au sol vont jouer sur les besoins nutritionnels, parce que quand il y a des impacts au sol, il y a des pertes en fer plus importantes. Donc une nécessité chez les sportifs qui courent, par exemple, de faire plus attention au statut martial, donc au fer ingéré, qu'un sportif qui ferait du vélo, puisqu'on n'a pas les mêmes pertes. Et puis, il y a aussi d'autres paramètres qui interviennent, tels que les possibilités de ravitaillement. C'est-à-dire que quand vous partez sur un trail de 3 heures ou de 4 heures, les possibilités de ravitaillement ne sont pas les mêmes que quand vous faites un match de basket en gymnase, où là, vous pouvez vous ravitailler un petit peu comme vous le souhaitez. Et en fait, ce sont tous ces paramètres associés à des contraintes physiologiques qui sont propres au fonctionnement de l'organisme, qui vont nous permettre de déterminer les besoins et la nutrition du sportif. Alors, ces besoins du sportif, différentes caractéristiques, des besoins de structure. Et ça, c'est un prérequis qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de construire des tissus, en particulier le tissu musculaire, en l'occurrence chez le sportif, et il faut être en capacité de réparer ce tissu. Donc, plus je vais m'entraîner, plus je vais solliciter mon tissu musculaire, plus je vais aller dans des efforts qui vont être intenses sur le plan musculaire, et plus je vais créer des lésions au niveau musculaire qui vont nécessiter plus de besoins de reconstruction. Donc, on va voir que de facto, un sportif doit consommer plus de protéines d'une façon globale qu'une personne sédentaire. Et on verra qu'il y a une variabilité en fonction des disciplines. Le deuxième paramètre important, et tous ceux qui font du sport ont sûrement un cardiofréquencemètre, ont sûrement entendu parler de la VO2 max, c'est-à-dire que plus je vais pratiquer l'activité physique, plus je vais faire d'efforts de type aérobie, plus mon corps va utiliser de l'oxygène. Or, la problématique de l'oxygène, c'est que l'oxygène, ça nous fait rouiller. Et c'est, entre guillemets, cette capacité à rouiller qu'on a à s'oxyder qui fait que l'on vieillit et qu'on développe
petit à petit différentes pathologies. Donc en fait, plus je vais pratiquer l'activité physique, c'est pour ça que je fais bien le distinguo entre le sport santé et le sport de haut niveau, plus je vais rouiller. Plus je consomme d'oxygène, plus je rouille. Plus ma VO2 max est élevée, plus je rouille. Donc on verra que dans ce contexte-là, il faut augmenter la consommation d'antioxydants. Donc ça, c'est un paramètre important. Plus je pratique une activité physique, plus je devrais consommer d'antioxydants. On développera en détail dans l'exposé que je vais vous faire ce que sont les antioxydants. La chose dont tout le monde a à l'esprit, c'est effectivement apporter de l'énergie. Donc, je ne reviendrai pas sur la pasta partie, en sachant qu'on en parlera un petit peu, mais donc il faudra effectivement apporter de l'énergie pour la pratique sportive. Un paramètre fondamental, c'est l'hydratation. Et au final, on se rend compte dans la pratique que beaucoup de sportifs vont s'entraîner sans boire, ou sans s'hydrater correctement, ou sans utiliser la boisson adaptée. Et puis, on finira par quelque chose de particulièrement important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des contraintes physiologiques qui sont inhérentes au fonctionnement de notre organisme. Enfin, on verra en l'occurrence que l'intestin est un organe sédentaire. Donc, il faudrait que tout le monde coupe son micro. Il faudrait que tout le monde coupe son micro. Donc, on verra que l'intestin est un organe de sédentaire qui ne sait pas fonctionner à l'effort. Donc là, on a déjà de facto des contraintes qui sont inhérentes au fonctionnement du corps et contre lesquelles on ne pourra pas aller. Je vais commencer par les apports en protéines. Donc, comme on l'a dit, ces protéines sont essentielles à la réparation des tissus et du muscle, en particulier chez le sportif. Alors, il faut savoir que ces protéines ont tout un tas d'impacts au sein de notre organisme, le tissu musculaire, bien évidemment. Il faut savoir que le tissu osseux, c'est une trame de protéines sur laquelle vient se fixer du calcium. Et puis, il faut savoir que tout ce qui va être enzyme et tout ce qui permettra et assurera le fonctionnement de notre organisme est fabriqué à base de protéines. On a des repères très simples. La personne qui est sédentaire devrait consommer de 0,80 g à 1 g de protéines par kilo de poids de corps idéal et par jour. Donc, vous prenez votre poids, on va dire que vous n'êtes pas en surpoids, votre consommation de protéines, pour faire simple, c'est votre poids multiplié par 1. Donc, vous pesez 65 kg, c'est votre poids de forme, vous devriez consommer approximativement, on va dire, entre 55 et 65 grammes de protéines pures. Donc, on va voir après à quoi ça correspond. Un repère, une femme enceinte, une femme allaitante, aux alentours de 1,1 g de protéines kilo de poids de corps idéal jour. Et puis, on le voit, la ligne du dessous, chez le sportif, on va incrémenter ses apports en protéines pour répondre justement aux besoins d'usure des tissus. Et on va monter à 1,2, 1,4 g de protéines. Donc là, on est chez des sportifs qui ne cherchent pas à faire de l'hypertrophie musculaire, mais qui cherchent uniquement à maintenir leur masse musculaire. Donc, je fais du judo, je fais du karaté, je fais du trail, je fais de la course à pied, je fais de l'athlétisme, je fais du cyclisme, je fais de la natation. Il n'y a pas de nécessité, a priori, dans ma prépa physique du moment, de faire de la masse musculaire. Donc, j'oscille entre 1,2 à minima et 1,4 g de protéines. Alors, on va prendre un exemple. Je fais de la course à pied sur piste et je fais du fondamental. Je peux me contenter d'être à 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps idéal et par jour. Et puis, du coup, je continue de faire de la course à pied, mais je pars sur du trail. Et là, il y a pas mal de dénivelé. Et bien, il va y avoir une sollicitation musculaire plus importante, une usure musculaire plus importante. Je monte à 1,4 g de protéines. D'accord. Ça s'adapte en fonction de ma pratique. J'ai une petite question, du coup, peut-être pour les gens. Si aujourd'hui, je suis une personne, allez, on part sur la base, je fais 100 kilos. Donc, ça veut dire que je dois prendre 100 grammes. L'équivalent de 100 grammes de protéines, ça correspond à peu près à quoi? C'est la diapo d'après. Ah, c'est la diapo d'après. En sachant qu'attention, on parle en kilos de poids de corps idéal jour. C'est-à-dire que si je fais 100 kilos, mais que j'ai 30 kilos de gras en trop, je ne raisonne pas sur 100 kilos. J'ai bien parlé de kilos de poids de corps idéal jour. Donc après, il faut se référer, entre guillemets, à l'IMC ou faire une composition corporelle pour savoir ce qu'il en est. Et puis, on pourra monter jusqu'à 1,5 g, 2 g dans des disciplines qui nécessitent de faire de l'hypertrophie musculaire. Alors, dans la pratique, on va distinguer deux types de protéines. On a les protéines animales, la viande, le poisson, les œufs, les laitages, qui sont des protéines qui vont être particulièrement intéressantes, puisque ces protéines vont répondre aux besoins de notre organisme et qu'elles sont complètes. Contrairement aux protéines végétales, qui ne sont pas des protéines complètes, il faut voir ça comme des jeux de cartes. Avec un jeu de cartes de protéines animales, vous pouvez jouer. Avec un jeu de cartes de protéines végétales, il manque des cartes. Donc il faut que j'associe différents jeux entre eux pour avoir un jeu complet qui me permet d'avoir toutes les cartes et de pouvoir jouer. Donc,
on va avoir des particularités. J'expliquerai après les quantités. Hein. Mais il faut savoir que si je fais de l'activité physique, il me faudrait de la viande ou des équivalents à chaque repas. C'est-à-dire de la viande, du poisson, des œufs. Mais les quantités sont propres à chaque personne, on va le voir. Et un repère important, pour les jeunes filles, il faut de la viande rouge régulièrement. Pourquoi? Parce que les jeunes femmes qui ont des règles régulièrement, elles perdent du fer tous les mois. Or, ce qui permet d'apporter l'oxygène aux cellules et de maintenir une bonne VO2 max, c'est les globules rouges. Mais si je suis anémié, je ne peux pas développer ma VO2 max. Donc les hommes, entre guillemets, fonctionnent en circuit fermé, ils n'ont pas de règles. Donc le besoin en viande rouge n'est pas une nécessité. Par contre, chez la femme de moins de 50 ans, la jeune fille, a fortiori, qui fait une discipline telle que l'athlétisme, il y a des impacts au sol, doit consommer de la viande rouge régulièrement pour maintenir un statut martial adéquat. Donc, je cherche à prendre ou à perdre du poids. Ce sera aussi un prétexte pour augmenter légèrement mon apport en protéines. Ce qui va être important pour ces apports en protéines, ça va être de consommer des laitages 3 fois par jour, voire plus, si on doit incrémenter les besoins en protéines. Ce qui est important avec les protéines, c'est de, faut pas se dire, ben, j'ai besoin de temps, je prends tout à un seul et même repas et je ne mange plus de protéines dans la journée. Non, il faut répartir de façon harmonieuse les apports en protéines toute la journée. Et puis, on va dire que pour des disciplines en dehors d'une recherche d'hypertrophie musculaire, il n'y a pas de nécessité de complémentation. Donc maintenant, on va voir ce que sont ces protéines. Vous avez ici sur la diapositive les principales sources de protéines. Donc on va trouver les protéines animales telles que les œufs, on va trouver tous les laitages sans exception. Je parle de laitages animaux. Hein. On va trouver les poissons, on va trouver toutes les viandes, quelles que soient les viandes. Donc il faut savoir que dans ces 3 types de produits, que ce soit les viandes, le poisson, les œufs, les laitages, on a des protéines qui sont de qualité sensiblement similaire. Donc on a des produits qui sont à peu près identiques. Après, ce qui va fluctuer entre ces produits, c'est les apports en calcium, par exemple, pour faire simple dans les laitages, les apports en acides gras polyinsaturés, on en reparlera dans les poissons, et puis le fer pour la viande. Et on va trouver des protéines végétales. Hein, vous les avez en haut, bah, ça va être tout ce qui est essentiellement légumineuse, haricots rouges, haricots blancs, fèves, pois chiches, pois cassés, lentilles. Et on trouvera aussi d'autres protéines végétales, mais dans des quantités moindres, dans les céréales, telles que le blé, par exemple. Vous avez ici un petit tableau et vous allez voir que le calcul, bah, il faut quand même se donner la peine de manger suffisamment de protéines. On va reprendre l'exemple de cette personne qui pèse 65 kg et puis qui est sédentaire et qui a besoin d'un gramme de protéines, soit 65 grammes de protéines. Vous voyez, quand je mange 100 grammes de viande, ou 100 grammes de poisson, j'ai en moyenne 20 à 22 grammes de protéines. Quand je vais manger du fromage blanc, un petit pot de fromage blanc, ça pèse 100 grammes, j'ai 8 grammes, 7 à 8 grammes de protéines par pot. Quand je vais prendre un verre de lait de 100 millilitres, c'est 3,5 grammes de protéines, ce qui signifie qu'un litre de lait, c'est 35 grammes de protéines. Quand je vais manger un pot de yaourt de 125 grammes, c'est 5 grammes de protéines. Quand je vais manger un œuf, alors là j'ai mis 10, mais on va dire c'est entre 6 à 10 grammes en fonction de la taille de l'œuf. Le pain, c'est 9% de protéines. C'est-à-dire qu'il me faut 200 à 250 grammes de pain pour remplacer 100 grammes de viande. Donc, ce n'est pas du tout le même ratio. Hein, on peut avoir la même quantité de protéines, mais vous comprenez bien qu'il va y avoir des nutriments en plus, en particulier des glucides. Et puis, c'est le même principe pour les lentilles cuites. On est à peu près à 9% de protéines. Donc, vous voyez que si je reprends cette personne qui fait 65 kg, qui ne mangerait qu'une portion de viande ou de poisson au quotidien, imaginez un petit peu la quantité des autres aliments à consommer pour arriver à couvrir les besoins en protéines. Et ça, c'est fondamental. Si je ne consomme pas suffisamment de protéines, la masse musculaire décroît. Elle décroît physiologiquement avec l'âge et elle décroît encore plus vite si je pratique une activité physique qui va venir détruire cette masse musculaire qui nécessitera d'être réparée. Donc ça, c'est un point important sur lequel je tiens à insister, parce que moi, je vois beaucoup de sportifs et de sportives en consultation qui mangent très peu ou pas suffisamment de protéines, pensent qu'on entend dire qu'il ne faut pas manger de viande, qu'il ne faut pas manger de laitage, etc. Donc il est fondamental de conserver ces apports en protéines. Ils sont incompressibles. Quelles que soient les sources, il faut couvrir nos besoins en protéines. Les micronutriments, donc là, on est sur des nutriments qui ne sont pas énergétiques. Hein, donc vous avez le chrome, le zinc, le magnésium, le manganèse, le calcium, le sodium, le cuivre, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va trouver dans les vitamines, hein, les minéraux, les oligo-éléments. Et en fait, ces micronutriments ont tout un tas de fonctions. Des fonctions qui vont être fondamentales, qui ne vont pas avoir d'impact en tant que tel sur la capacité à faire un effort. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je prends de la vitamine C dans ma boisson d'effort que je serai plus performant. Ça n'a aucun lien de causalité et c'est absolument pas vrai. Ce n'est pas parce que je prends une boisson d'effort avec des antioxydants que je vais moins rouiller lors de ma pratique sportive. Ce n'est pas vrai. Ce qui va compter, c'est la ration globale.
Hein. Et donc, ces antioxydants, ces micronutriments vont être particulièrement importants parce qu'ils interviennent dans toutes les synthèses. Dès que je vais avoir une enzyme, par exemple une structure, une molécule qui va me permettre de fabriquer du tissu musculaire, cette enzyme est activée avec des cofacteurs qui peuvent être le cuivre, qui peuvent être le sélénium, qui peuvent être le fer, qui peuvent être le zinc. Donc vous imaginez bien que toute carence en micronutriments va impacter directement soit sur la capacité de synthèse, soit sur la capacité de réparation des tissus, soit alors on prend un exemple simple. Hein. Toute personne qui est carencée en fer va voir sa VO2 max s'affaisser. Donc si je veux monter ma VO2 max, et si j'ai du mal à développer ma VO2 max à l'effort, ou si quand je m'entraîne, je suis tout le temps essoufflé malgré un entraînement qui est bien mené, il faut peut-être se renseigner sur les apports en fer. C'est un exemple, hein, mais il y a tout un tas de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. À titre d'exemple aussi, il faut savoir que toutes les réactions chimiques qui nous permettent de fabriquer de l'énergie dans notre organisme sont dépendantes du magnésium. Et les apports en magnésium, c'est essentiellement les eaux riches en minéraux, haricots rouges, haricots blancs, fèves, pois chiches, pois cassés, lentilles et fruits secs. C'est-à-dire qu'en dehors d'une consommation régulière de ce type d'aliments, j'ai relativement peu de magnésium dans mon alimentation. Donc quelqu'un qui est fatigué en permanence, malgré une alimentation qui serait sensiblement équilibrée, quelqu'un qui fait des crampes, il y a probablement des défauts d'apport en magnésium. Il peut y avoir d'autres choses. Donc c'est ce qu'on appelle ces cofacteurs enzymatiques qui vont permettre, ce sont les clés de contact qui permettront d'activer justement toutes les réactions au sein de notre organisme. Et puis, un paramètre important, on a parlé de la rouille tout à l'heure. Il faut savoir qu'à chaque fois que je vais pratiquer une activité physique, je vais produire des quantités énormes de radicaux libres, de l'oxygène. Donc, c'est de l'oxygène qui va être dégradé, qui va être modifié et qui va venir agresser mes tissus. Et il faut du temps, il faut 36 à 48 heures pour être en capacité de neutraliser ces radicaux de l'oxygène qui nous font vieillir. Hein. Donc, quand on prend un coup de soleil, eh ben, on a une agression radicalaire par le biais des rayons solaires. Quand on fume, on consomme des radicaux libres. Quand on boit de l'alcool, on consomme des radicaux libres. Quand on a de la cataracte, c'est l'oxydation du cristallin. C'est-à-dire que les radicaux libres de l'oxygène ont agressé mon cristallin. Donc on a besoin de ces antioxydants. Ces antioxydants, c'est quoi? Vous avez deux jolies photos ici. C'est tout ce qui va donner de la couleur à mon alimentation. C'est ce qu'on appelle les polyphénols. Les anthocyanes, les flavonoïdes, c'est tout ce qui donne de la couleur. Donc, quand vous avez des groseilles, des framboises, des mûres, des myrtilles, vous avez une certaine classe d'antioxydants. Quand vous avez des carottes, des oranges, vous avez une autre classe d'antioxydants. Quand vous avez des épices, à chaque couleur d'épices, vous avez des antioxydants différents. Et il faut un panel le plus large possible d'antioxydants pour venir bloquer les radicaux libres et les empêcher de nous agresser. Quand vous consommez du thé, vous avez les antioxydants dans le thé. Donc un sportif doit consommer du thé régulièrement. Et puis on va trouver des vitamines E, de la vitamine A, du bêta-carotène, qui sont eux aussi des antioxydants et qui vont agir de façon différente. Et puis on va trouver des micronutriments. Il faut savoir que notre corps fabrique justement des substances qui nous permettent d'éviter de rouiller, mais ces substances sont dépendantes du sélénium, du zinc, etc. Donc c'est pour ça que plus on aura un panel important de végétaux, et j'insiste sur les végétaux dans notre alimentation, plus on aura un panel de fruits et de légumes important, crus si possible, et plus on variera les couleurs de notre alimentation, et plus on sera protégé contre la rouille. Et gardez à l'esprit que plus je fais d'activité physique, plus je rouille, et plus je devrais manger des végétaux. Ce n'est pas la tomate qui va me donner de l'énergie avant d'aller faire un trail, mais c'est la tomate qui va me protéger et qui va faire que je vais bien récupérer de mon trail. C'est pas parce que je mets du curcuma dans mon alimentation que je courrai plus vite. Mais le curcuma que je vais mettre régulièrement dans mon alimentation va réduire l'inflammation qui est inhérente à l'activité physique. Donc il est fondamental chez le sportif de mettre de la couleur dans son alimentation. Et la couleur, ce n'est pas les colorants des bonbons Haribo. C'est les pigments des végétaux et des épices que je vais consommer quotidiennement, y compris des jus de fruits. Dans la pratique, des fruits et des légumes à chaque prise d'aliment. Il n'existe pas de repas sans fruits et ou sans légumes. Compote et jus de fruits ne sont pas vraiment des fruits ou des légumes, puisqu'on a eu une dégradation, on a eu une cuisson qui va dénaturer une partie des oligo-éléments qu'on va trouver dans ces produits. Il faut essayer de privilégier de façon plutôt systématique des produits crus. Ça, c'est important. Je suis sur les fruits et légumes. Hein, et utiliser des épices et mettre de la couleur. Et ça, c'est capital. Et ce n'est pas compliqué à faire. Hein, donc, achetez des épices, mettez de la couleur. Et ça, c'est fondamental pour se protéger. J'insiste encore.
sur un paramètre, on nous vend des boissons d'effort avec des antioxydants, avec différentes choses. Vous comprenez bien que la boisson d'effort que vous allez boire 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine, c'est pas elle qui va vous apporter les antioxydants. Les antioxydants, c'est votre alimentation du quotidien. Des apports en glucides, il fallait quand même en parler un petit peu, puisque là, on est vraiment sur quelque chose qui va nous apporter de l'énergétique pour faire face à un effort. Il faut savoir que ces glucides devraient couvrir à peu près 50% de nos apports énergétiques quotidiens. Ce qui est important, c'est de préférer les produits natifs aux produits transformés. C'est-à-dire que plus vous allez aller sur des produits dégradés, transformés, des farines blanches, plus vous avez des sucres, des glucides qui sont dits rapides et qui sont moins intéressants pour la santé et pour la pratique sportive. Donc pareil, vous avez 2 jolies photos. Vous avez une photo en bas à gauche où vous avez tout un tas de fruits qui sont de très bonnes sources de glucides. Et puis vous avez une autre photo où vous avez du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, et on est plutôt sur des produits complets ou semi-complets. Et on mettra un petit bémol à cette notion de produits complets ou semi-complets quand on parlera de ration d'effort. Mais pour l'instant, on est dans l'équilibre alimentaire chez le sportif. Vous avez ici une notion qui est très importante, c'est ce qu'on appelle les index glycémiques. En fait, ça nous renseigne sur la vitesse à laquelle les glucides vont passer dans le sang. Donc, des tableaux comme ça, vous en trouvez plein. Il faut garder à l'esprit que pendant l'effort, il me faut des index glycémiques plutôt rapides, et à distance de l'effort, il me faut des index glycémiques plutôt lents. Qu'est-ce que c'est que ces index glycémiques? Plus l'index glycémique est élevé, plus le sucre va perturber votre glycémie, plus on risque de faire une hypoglycémie réactionnelle, ce qui n'est pas une bonne idée quand on va s'entraîner, plus on risque de prendre du poids, et plus on risque d'être fatigué, entre autres. Vous voyez sur ce tableau qu'au final, plus les aliments sont dégradés, plus ils sont mixés, plus ils sont cuits, plus ils sont blancs, et plus les index glycémiques sont élevés. Donc, à titre d'exemple, vous avez ici le saccharose, qui est un mélange de fructose et de... j'ai un trou de mémoire, de glucose et de fructose, pardon, qui a un index glycémique intermédiaire. Et puis, vous voyez, par exemple, quand vous allez prendre un gâteau de riz, le gâteau de riz a un index glycémique relativement élevé. C'est-à-dire qu'il va passer beaucoup plus vite dans le sang que le sucre de table. Quand vous prenez du pain blanc, vous voyez que la baguette, consommée de façon isolée, passe aussi vite dans le sang que du sucre de table. Donc, on est sur un glucide plutôt rapide. Vous voyez, ici, vous avez les sodas qui passent relativement vite dans le sang. On est sur des produits relativement transformés. Et puis ici, vous avez des produits qui sont très peu transformés. Vous voyez, les fruits secs, le riz sauvage, le quinoa, les carottes crues, certes, les laitages, et tout ce qui va être légumineuses, légumes secs, et puis les fruits. On est sur des produits qui ont des index glycémiques relativement faibles. Et ça, ce sont des choses intéressantes puisque la glycémie va peu varier. Donc, on est vraiment sur des sucres qui sont dits des glucides, qui sont dits lents, qui sont peu stockables, peu stockés, et qui sont très intéressants pour préparer un effort. Et on verra qu'avant un effort, on essaiera de consommer des glucides à index glycémique plutôt bas. Et pendant l'effort, on ira plutôt sur les index glycémiques élevés, puisqu'on a besoin de sucre tout de suite quand on fait un effort. Alors qu'à distance, ce n'est pas du tout la même logique. Alors, vous voyez, à titre d'exemple, vous voyez que quand vous allez manger, par exemple, des carottes crues, vous avez un produit qui va passer très lentement dans le sang. Quand vous allez faire cuire vos carottes, vous voyez qu'on va presque tripler la vitesse à laquelle le glucide des carottes va passer dans le sang. Quand vous prenez, par exemple, on va prendre la farine de riz, qui est du riz ultra transformé, vous avez quasiment du glucose pur. Maintenant, vous allez prendre du riz cuisson rapide, vous voyez, ça va passer un peu moins vite dans le sang. Vous avez le riz long qui passe encore plus lentement dans le sang, et puis vous avez le riz complet qui doit se trouver dans le coin, vous voyez, qui passe presque moitié moins vite que la farine de riz. Hein, alors que quand on vous dit j'ai 50 grammes de glucides avec du riz, quel type de riz consommez-vous? Donc on verra que ces glucides vont être importants. Il faut privilégier les glucides lents à chaque repas, donc plutôt des index glycémiques élevés, en sachant qu'il y a une petite subtilité sur ce tableau, c'est qu'on fait des moyennes. C'est-à-dire que vous voyez, si je consomme par exemple 100 grammes de pommes de terre au four, et qu'à ces pommes de terre au four, j'ajoute 100 grammes de carottes crues avec un indice de 30, ça me fait 30 plus 95, ça me fait 125 divisé par 2, ça me fait 65. Vous voyez, donc le fait d'associer les végétaux va permettre aussi de ralentir la vitesse à laquelle les glucides vont passer dans le sang. Donc ces glucides lents à chaque repas. Systématiquement faire un goûter dans l'après-midi, s'il n'y a pas de souci particulier, pas de problématique de poids, éventuellement un goûter avant l'entraînement, hein, et on verra qu'on essaiera quand même de laisser 1h30, 2 heures avant les entraînements pour laisser un temps de digestion. Et puis rajouter éventuellement un goûter dans la matinée, ça ce sera propre à chaque individu, ce sera propre aux modalités de pratique
pratique, ce sera propre à tout un tas de paramètres, mais ce n'est pas du systématique. Mais des glucides doivent être apportés à chaque repas, petit déjeuner, déjeuner, goûter, et éventuellement aux collations si nécessaire. Les apports en lipides, ça c'est un paramètre aussi fondamental, on n'y pense pas souvent. Alors il y a deux façons de voir les choses. Vous avez des sportifs qui sont en pleine forme, qui mangent relativement gras et puis qui ont un indice de masse grasse, une composition corporelle qui est bonne et qui s'en préoccupent peu. Puis à côté de ça, vous avez des sportifs qui sont peut-être trop rigoristes et qui font particulièrement attention à leurs apports en acides gras et qui vont supprimer une partie des matières grasses. Ces acides gras ont différents rôles, ces lipides ont différents rôles, un rôle énergétique d'une part, mais surtout des rôles de structure et des outils métaboliques. Et ça, c'est important puisque je vous ai parlé d'inflammation. Plus je vais pratiquer l'activité physique, plus je vais faire d'inflammation. Ça permet de contrôler l'inflammation dans mon corps. Ce sont les graisses, et en particulier les oméga 3. Et ce sont ces fameux oméga 3 qu'on va voir juste après qui permettent de calmer l'inflammation. Or, le problème, c'est qu'on ne consomme pas suffisamment. Ces oméga 3, les voilà. Un sportif devrait systématiquement consommer autant d'huile d'olive que d'huile de colza. Les recommandations, c'est de consommer à peu près 3 cuillères à soupe d'huile de colza par jour pour avoir suffisamment d'oméga 3 pour assurer les phénomènes de cicatrisation et pour générer un état anti-inflammatoire. Et ça, c'est important. Un sportif et une personne sédentaire au demeurant devraient consommer des noix, et j'insiste sur les noix, des noix de Grenoble, les noix qui ressemblent à un cerveau, et des noisettes tous les jours, sauf allergie. Mais sinon, on devrait consommer ces noix régulièrement. La vitamine E qui est un antioxydant qui m'empêche de rouiller, et pense que vous avez des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires et qui permettent de favoriser tout ce qui est cicatrisation. Et quand on fait du sport, même si on ne se blesse pas, on crée des micro-lésions qui nécessitent d'être réparées après chaque entraînement. Et puis, on devrait consommer des poissons gras 2 fois par semaine. De préférence des petits poissons gras qui sont moins pollués que les gros poissons gras. Donc, ça va être sardines, harengs, maquereaux et du saumon. Donc, il faudrait consommer, on va dire, 150 à 200 grammes, voire 300 grammes de petits poissons gras par jour pour apporter suffisamment d'oméga 3 et assurer les réparations. Un sportif qui n'a pas de technopathie, qui a de très bonnes chaussures, qui a un bon geste technique et qui fait des tendinites en permanence, il faut s'interroger sur sa consommation d'oméga 3. Et la première des choses, ce sera éventuellement de mettre en place une boisson d'effort, on en reparlera, d'augmenter sa consommation de végétaux pour apporter tout un tas d'antioxydants et d'augmenter sa consommation d'oméga 3. Alors, si vous avez des questions, on verra après avec le chat. Freddy posera les questions. Alors, on va voir en détail après l'alimentation lors de l'effort. Ça, c'est un point fondamental. Il faut savoir qu'à l'effort, on va perdre du poids. Le poids qu'on perd à l'effort n'est pas du gras. C'est-à-dire quand vous allez courir, vous pesez au début de votre course, vous pesez 80 kg, à la fin de votre course, vous pesez, ou à la fin de votre entraînement de boxe, vous pesez 79 kg. Vous avez peut-être perdu 10 ou 15 grammes de gras, pas plus, tout le reste c'est de l'eau. Et ça, c'est important. Il faut savoir qu'à chaque fois que je perds 1% de mon poids en eau, je perds 10% de mes capacités physiques. Donc, c'est pas compliqué. Je pèse 80 kg. Je fais boxe. À la fin de ma séance de boxe, je pèse 79 kg 200. D'accord? Donc, j'ai perdu 800 grammes. J'ai transpiré 800 millilitres d'eau. Donc, en fin de séance, je suis 10% moins performant qu'en début de séance. Ça veut dire que je frappe 10% moins vite, je suis 10% moins précis, je suis 10% moins fort, etc., etc., etc. Même chose, je fais de la course à pied, je fais du trail. Donc je perds, je fais une sortie, et puis voilà, 80 kg, je vais perdre 1,6 kg, soit 2% de mon poids de corps, parce que je ne me suis pas suffisamment hydraté pendant mon effort. J'ai perdu 20% de mes capacités physiques. 20% de force, 20% de vitesse. Bon, je fais du trail pour le plaisir, c'est pas bien gênant. 20% de VO2 max, donc ça va piquer un peu plus, j'aurai un peu plus de difficulté à retrouver mon souffle. Et j'ai perdu 20% de vigilance. Donc 20% de vigilance, quand je cours dans la forêt et que le terrain est glissant, qu'il y a des ornières, et ben c'est 20% de chance de plus d'appeler les pompiers parce que je me suis fait une cheville. Et ça peut aller très vite. Faites l'exemple, faites l'expérience. Pesez-vous avant et après votre séance de sport sans boire. Regardez ce que vous avez perdu. Vous faites le calcul, 1% de poids en moins, c'est 10% de performance et de capacité physique en moins.
Pareil, quand vous allez faire une compétition, hein, par exemple pour les sports à catégorie de poids, si vous avez perdu 2 kilos, 3 kilos la veille de votre combat de judo ou de votre combat de lutte ou de votre combat de boxe, ce n'est pas du gras qui est parti. Les 2 à 3 kilos que vous avez perdus, c'est de l'eau. Donc faites le rapport sur le pourcentage que ça représente. Et si vous montez sur un ring et que vous êtes déjà à 30% de capacité physique en moins, soit l'autre est dans le même état que vous, et puis il y a des chances que ça passe, soit l'autre est bien hydraté, et je dirais c'est même pas la peine de monter sur le ring ou sur le tatami. Là, il y a quelque chose qui est très simple à mettre en place, c'est la boisson d'effort. Quelle que soit la discipline que je pratique, quelle que soit la durée de l'effort, sauf si ça dure un quart d'heure, j'ai toujours au moins de l'eau à l'effort. Donc pour un effort de moins d'une heure, j'ai de l'eau. Pour un effort de plus d'une heure, on fait une boisson d'effort. Cette boisson d'effort, ce n'est pas compliqué, c'est 40 grammes de glucides par litre d'eau. Donc 4 cuillères à soupe de sirop de fraise, sirop de grenadine, sirop de menthe, pour un litre d'eau. C'est le truc de base. Ce n'est pas les antioxydants qui vont faire que vous serez bon à l'effort. Votre alimentation apporte les antioxydants. À l'effort, il nous faut des minéraux et il nous faut de l'eau et des glucides. Toutes les boissons d'effort du commerce, c'est des boissons qu'ils ont dites iso-osmolaires. C'est-à-dire qu'il faut répondre, c'est là où on arrive dans les contraintes imposées par notre organisme. Notre organisme va supporter une certaine concentration. Cette concentration, c'est 60 grammes de glucides par litre. C'est-à-dire qu'en logique, il faudrait mettre 60 grammes de sucre par litre d'eau. Donc ça veut dire 6 cuillères à soupe de sirop par litre d'eau. Ça veut dire 12 carrés de sucre par litre d'eau. Il n'y a aucune utilité à aller au-dessus, si ce n'est générer des troubles digestifs. D'accord? Donc gardez ça à l'esprit. La boisson d'effort, c'est 60 grammes par litre. Sauf qu'on sait qu'il y a à peu près 30 à 50% des sportifs qui vont développer des troubles digestifs à l'effort. Et l'une des meilleures façons d'éviter ces troubles digestifs, c'est d'avoir une boisson d'effort moins dosée. Et on sait qu'à 40 grammes de glucides par litre, on évite ces troubles digestifs. C'est pour ça que de facto, moi, dès que je vois des sportifs, je leur propose de faire une boisson dosée à 40 grammes de glucides par litre. D'accord? Donc 1 litre d'eau, 4 cuillères à soupe de sirop ou 8 carrés de sucre. Et puis, si l'effort doit se faire dans une ambiance chaude parce qu'il fait chaud, ou alors parce que vous êtes en gymnase ou une hygrométrie importante, je rajoute 1 gramme de sel par litre d'eau. 1 gramme de sel, c'est les petits sachets de sel qu'on trouve dans les restaurants, quand ils sont ouverts, ou dans les cantines. Hein, voilà. Donc la boisson d'effort de base, c'est celle-ci. Rien ne vous empêche d'acheter une boisson toute prête. Par exemple, on peut trouver des boissons techniques qui vont être intéressantes. Si vous partez pour un trail de 5 heures ou de 6 heures, vous ne pourrez pas partir avec 6 litres d'eau. Donc là, vous aurez de la poudre et vous reconstituerez votre boisson avec la poudre. Hein, mais vous pouvez prendre ces boissons techniques ou alors faire votre boisson d'effort. Ça peut être aussi du jus de fruits. Alors ça représente 300-350 millilitres de jus d'orange que vous diluez avec 650 millilitres d'eau pour reconstituer un litre de boisson. Après, vous n'êtes pas obligé de boire le litre. Mais là, vous avez la concentration optimale pour apporter suffisamment d'énergie et puis pour ne pas avoir de troubles digestifs. D'accord? Donc, moins d'une heure de l'eau, plus d'une heure, une boisson d'effort dosée à 40 grammes de glucides par litre, dans lequel je rajoute éventuellement 1 gramme de sel si l'effort doit durer. Et puis, on verra que si l'effort doit durer plus longtemps, je peux consommer un petit peu de solide. Alors, un petit peu de solide, ça veut dire quoi? Mon intestin, c'est un organe sédentaire. L'intestin ne sait pas fonctionner à l'effort, pour la simple et bonne raison qu'en fait, le sang va se trouver là où il y a besoin. Donc, quand je cours, j'ai besoin que le sang soit dans les cuisses et dans la peau pour évacuer la chaleur. Donc, dès que je vais pratiquer un effort, le sang va quitter mon intestin pour se trouver dans les territoires musculaires qui travaillent. Donc, à partir de là, je ne peux plus digérer à l'effort. L'intestin, il y a un phénomène d'ischémie, c'est-à-dire que l'intestin n'est plus perfusé, il n'y a plus de sang qui arrive dans l'intestin ou très peu de sang qui arrive dans l'intestin à l'effort. Donc l'intestin n'est plus en capacité de digérer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut apporter des aliments qui soient faciles à digérer, voire des aliments prédigérés. Et la chose la plus simple, c'est de l'eau. De l'eau avec des glucides dedans. Donc à l'effort, on va privilégier les liquides ou des aliments prédigérés. C'est quoi des aliments prédigérés? Ça va être, par exemple, un biscuit génoise. Vous voyez, c'est quelque chose qui va se digérer tout simplement. Ça va être une pâte de fruits. Mais la différence entre la pâte de fruits et le fruit, c'est que dans le fruit, vous avez des fibres. Et les fibres, c'est difficile à digérer. Donc on évitera les fruits à l'effort.
Quand vous allez manger du chocolat, par exemple, vous avez du gras. Et le gras est difficile à digérer. Donc on évitera le chocolat à l'effort. À l'effort, on privilégiera des choses telles que la boisson, on privilégiera des compotes, on privilégiera des pâtes de fruits, et puis on pourra privilégier les petits biscuits tels que des biscuits génoises. Alors vous avez dans les biscuits génoises le biscuit génoise que vous allez faire, et puis vous pouvez aussi manger, sans citer de marque, des biscuits type tuc, pour ceux qui veulent manger du salé à l'effort, ou alors des biscuits cuillères. Vous voyez, des choses qui vont se digérer toutes seules au final. Pardon. Je reviens un petit peu sur ma boisson d'effort. Il ne faut pas confondre les boissons énergétiques avec les boissons énergisantes. Boissons énergétiques, c'est des boissons qui sont dosées pour l'effort, à 60 grammes de glucides par litre. Les boissons énergisantes, c'est ces fameuses boissons qui donnent des ailes, entre guillemets, qui, elles, sont 2 fois plus dosées. On est à 120 grammes de glucides par litre. Il y a trop de caféine, donc c'est la meilleure façon d'avoir des troubles digestifs lors de l'effort. Donc restez bien sur une boisson énergétique et non pas une boisson énergisante. Comment organiser le repas? Je regarde un petit peu où j'en suis. Ok. Comment organiser le repas ou ma journée alimentaire? D'une façon générale, pour arriver à couvrir mes besoins, il me faudrait 3 repas par jour quand je pratique une activité physique, un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, et faire en sorte d'avoir un repas le plus rapidement possible après l'effort, puisque c'est après l'effort que j'ai besoin de nutriments pour récupérer, et de faire en sorte à ce que le repas avant l'effort se situe au moins 2 heures, voire 3 heures avant si c'est un gros repas. D'accord? Donc dans l'idéal, par exemple, je vais faire mon petit déjeuner, je vais faire mon repas du midi à midi, je vais aller m'entraîner par exemple à 4 heures, et puis dès que j'ai fini ma séance à 17 heures, je fais un goûter directement après la séance pour assurer la récupération. D'accord? Autre cas de figure, je fais mon petit déjeuner, je fais mon repas du midi, je m'entraîne, donc je vais faire une petite collation à 4 heures, et puis dès que j'ai fini ma séance, je vais dîner. D'accord? Donc on peut l'organiser comme ça. Le repas va se composer de différentes choses. Les repas vont se composer de différentes choses. Il me faudrait une source de protéines, il me faudrait une source de glucides lents, des fruits et légumes à volonté, un laitage et des lipides de bonne qualité. Donc on va prendre l'exemple du petit déjeuner. Je peux prendre du fromage blanc, dans lequel je mets des céréales. En plus de ces céréales, je picore 2-3 noix par exemple. Et puis, je rajoute un fruit. J'ai un petit déjeuner tout à fait équilibré. Autre exemple de petit déjeuner, je vais prendre du pain, je vais mettre du jambon avec mon pain ou du blanc d'Inde ou un petit morceau de fromage, peu importe. Et puis, je vais rajouter un fruit. J'ai toujours mes glucides avec mon pain, j'ai ma source de protéines avec mon jambon ou mon fromage, et puis j'ai mon fruit. Ou alors, je peux faire par exemple une part de tarte aux pommes. Je vais trouver mon fruit, je vais trouver mon féculent avec la pâte à tarte, et puis je rajoute avec ma tarte aux pommes un fromage blanc. Donc ça, c'est un petit déjeuner. Ce sont 3 exemples de petits déjeuners qui sont tout à fait équilibrés. Alors, à adapter, c'est sûr que si je vais m'entraîner juste après, il y aura peut-être des adaptations à faire, mais d'une façon globale, voilà comment devrait être ce petit déjeuner. Le repas du midi, il faudrait qu'on ait une source de protéines animales de bonne valeur biologique, de la viande, du poisson, des œufs. Encore une fois, les quantités sont individu dépendantes. Il me faudrait une assiette de féculents. Les quantités sont là aussi individu dépendantes. Donc, ça peut être du riz, ça peut être des pâtes, ça peut être des lentilles, des pois chiches, des pois cassés. Tout ça, c'est tout à fait valable. Il me faudrait des légumes et des fruits. L'un et l'autre, ou l'un ou l'autre en fonction des quantités que je vais consommer, en essayant de toujours avoir quelque chose de cru. C'est-à-dire que si j'ai mangé des carottes râpées en entrée, je peux prendre une pomme cuite en dessert ou une compote de pommes. Par contre, si en entrée, j'avais par exemple des haricots verts en salade, donc on est sur des légumes cuits, et puis qu'ensuite j'avais un plat de ratatouille, il serait judicieux qu'en dessert, j'ai un fruit cru, pour avoir suffisamment de vitamines, parce que la cuisson va détruire les vitamines. Et puis même chose pour le repas du soir. Alors, on va voir maintenant de façon un peu plus spécifique l'alimentation avant l'effort. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intestin est un organe sédentaire qui est dans l'incapacité de digérer quoi que ce soit avant l'effort et à l'effort. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte à avoir un intestin qui travaille peu à l'effort et un intestin qui ne soit pas en train de digérer quand on va s'entraîner. Parce que sinon, le sang a des priorités et la priorité, ce sera d'assurer la digestion. Donc, le sang sera dans l'intestin et non pas dans les muscles. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faudrait déjà que je puisse essayer de garder un laps de temps, on va dire, de 3 heures, c'est l'idéal, la règle des 3 heures, entre un gros repas et le début de ma séance ou de ma compétition.
Et après, si c'est un simple entraînement, je peux avoir une collation, mais qui devrait quand même avoir lieu au moins 1 heure et demie avant le début de l'effort, que j'ai le temps de digérer. D'accord? Donc avant l'effort, on va essayer d'apporter des glucides et des protéines. Donc glucides, protéines, vous mangez une crêpe avant d'aller vous entraîner, ben dans une crêpe, vous avez des œufs, vous avez du lait, vous avez de la farine. Donc c'est super une crêpe avant d'aller s'entraîner. Donc 1 heure et demie avant, je mange une crêpe, je mange 2 crêpes. Voilà. Je me fais un biscuit génois dans lequel il y a des œufs, dans lequel il y a de la farine. Je mange un gâteau de riz. Alors, l'un ou l'autre, hein, et pas tout manger non plus, parce que ça fera beaucoup. Hein. Mais un gâteau de riz, vous avez des œufs, vous avez du riz. Donc, on est sur des produits à index glycémique relativement bas qui nous apportent des protéines et des glucides. Et puis, je peux rajouter un jus de fruits, je peux rajouter une compote. Ce sera beaucoup plus intéressant qu'un fruit. À l'effort ou avant l'effort, il me faut peu de fibres et peu de gras. Pourquoi? Parce que les fibres et le gras, ça nécessite d'être digéré. Ça nécessite un travail de digestion. Or, on vient de voir quel effort je ne peux pas digérer. Donc, on va éviter ce type de produit. Donc, n'allez pas manger 50 grammes de noix avant d'aller vous entraîner. Parce que sinon, vous ne pourrez pas. Vous êtes en train de digérer les lipides et vous ne pourrez pas vous entraîner. N'allez pas manger un beau morceau de comté avant d'aller vous entraîner. Parce que sinon, pendant votre entraînement, vous allez digérer les lipides de votre comté. Donc, le sang ne peut pas être et dans l'estomac et dans vos jambes en même temps. C'est impossible. D'accord? Donc, essayez d'éviter les fibres et d'éviter le gras avant d'aller vous entraîner. Restez sur des choses simples, gâteau de riz, gâteau de semoule, un yaourt avec un biscuit génoise, un yaourt avec une compote, des crêpes ou des choses comme ça. D'accord? Ça, c'est avant l'effort. Et on est d'accord, on essaye de privilégier au moins 1 heure si c'est une petite collation et 3 heures si c'est un repas. On est bien entendu d'accord que pour votre entraînement du quotidien, c'est difficile et c'est contraignant. Mais pour l'entraînement du quotidien, on n'a pas les mêmes objectifs que pour une sortie longue ou pour une compétition. Donc ce que je viens de vous dire là, vous le mettrez vraiment en pratique quand vous êtes sur des étapes compétitives. Durant votre effort, ce n'est pas compliqué, c'est la boisson d'effort. Donc la boisson d'effort dont on a parlé, ou éventuellement de l'eau, en fonction de la durée de la pratique de l'effort et de l'intensité. Si je pars sur une course à plat, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup d'énergie. Si je pars sur un trail du fractionné, là, je vais faire ma boisson d'effort, même si l'effort va durer peu de temps. J'ai besoin de beaucoup plus d'énergie. Après l'effort, c'est important, il y a ce qu'on appelle une fenêtre métabolique. C'est un moment privilégié durant lequel le corps va récupérer de façon très rapide et a besoin de nutriments en quantité importante. Donc, quels seront les nutriments apportés après l'effort? C'est des protéines et des glucides. Donc, après l'effort, le gâteau de riz est le bienvenu. Après l'effort, la compote et le fromage blanc sont les bienvenus. Alors après, si je fais une collation, après si je finis de m'entraîner à 19h30 et que je mange dans la foulée, eh bien, il faudra apporter des protéines au repas, de la viande, du poisson, des œufs, des laitages et des glucides. Donc, il y a toujours cette logique. J'ai une fenêtre métabolique qui va durer, on va dire, qui débute dès l'arrêt de l'effort et qui va durer sur 2 heures, 3 heures et un maximum de 6 heures, en sachant que plus la ration de récupération est prise vite et plus je récupère rapidement. Ce qui est important après l'effort, c'est d'apporter une boisson alcalinisante. À l'effort, quand on s'entraîne, ça brûle. On produit de l'acide lactique, on va produire ce qu'on appelle des protons qui vont acidifier l'organisme. Et pour neutraliser, il faut des bicarbonates. Et bien, les bicarbonates, c'est ce que j'ai dans les eaux gazeuses. Voilà. Donc, Kézak, Salvetti, Badois, qui sont des eaux très intéressantes. Et puis des eaux de Vichy, par exemple, qui vont permettre d'alcaliniser. En sachant que quand je mange des végétaux, quand je mange des fruits, quand je mange des légumes, je consomme énormément de substances alcalinisantes. Et puis, c'est la même logique. Après l'effort, j'essaye de ne pas manger trop de gras et pas manger trop de fibres parce qu'encore une fois, l'intestin a été malmené. Donc, il faut le temps que le sang revienne dans l'intestin et que cet intestin se remette en mouvement. Alors, avez-vous des questions? Alors, c'est un sujet qui est très vaste, donc j'étais très transversal, on ne peut pas tout développer. Donc, avez-vous des questions sur ce que je viens de vous expliquer? Thibaut, Oui. il y a une première question qui a été notée sur le chat, en attendant peut-être d'autres. Quand tu parlais de la perte hydrique liée à l'activité qui induisait une baisse de performance, Oui. pour la question qui était posée, la perte hydrique, elle peut être liée aussi à la température. Complètement.
Et donc, du coup, forcément, même impact sur la performance. On est d'accord. Ah ben, on est tout à fait d'accord. En fait, la perte hydrique, c'est la déshydratation. Donc, en logique, on devrait faire le même poids au départ qu'à l'arrivée. On devrait faire le même poids en début de séance qu'en fin de séance. C'est pour ça que je vous dis, faites l'expérience. Pesez-vous avant votre séance, après votre séance, dans votre pratique actuelle. Et si votre poids a diminué de façon significative, ça veut dire que votre ration d'hydratation n'est pas bonne et qu'il faut modifier ce protocole d'hydratation. OK. En attendant qu'il y ait peut-être des questions qui arrivent, est-ce que tu fais un distinguo du coup par rapport, bon, on est toujours dans le domaine du sport, et donc par rapport à l'âge. Donc par rapport à l'alimentation, j'ai 10 ans ou j'en ai 30 ou j'en ai 50. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais varier les choses? Alors, il y a des choses qui varient effectivement en fonction de l'âge. Alors, chez l'adulte, un petit peu moins, mais chez l'enfant, en plus des besoins de renouvellement des tissus qui sont liés à l'effort, il y a aussi les besoins de croissance. Donc, on fera tout particulièrement attention à l'apport en protéines. On fera aussi tout particulièrement attention à l'apport en calcium, en vitamine D, à l'apport en fer pour les jeunes filles, hein, et les jeunes garçons aussi, puisque là, le volume sanguin augmente. Et on fera aussi très attention à la charge alcaline, c'est-à-dire à apporter suffisamment de minéraux pour bien alcaliniser. Alors après, il faut bien comprendre que ce que je vous ai expliqué est très générique, et après, c'est que du cas par cas. C'est-à-dire que quand on fait une consultation diététique, il y a tout un tas de questions sur le type de pratique, les modalités de pratique, les difficultés rencontrées, les performances ou les freins à la performance, les tendinites, les douleurs, la fatigue. Et en fonction de tous ces paramètres-là, ça permet d'orienter sur d'éventuelles carences ou insuffisances d'apport en certains nutriments ou macro ou micronutriments, ce qui permet d'orienter derrière une alimentation qui sera adaptée à la personne. Et on va dire qu'il y a globalement un équilibre alimentaire, mais cet équilibre alimentaire, il va entre guillemets se diversifier et s'adapter à l'individu en fait. D'accord. Je poursuis. Il y a d'autres questions qui arrivent. La fleur de coco est-il ou est-elle utile, est un ingrédient utile pour le sportif? Le sucre de fleur de coco. La fleur de coco, c'est noté. Ouais, généralement c'est le sucre de fleur de coco. Pas plus qu'un autre. Alors, il est vendu pour avoir la particularité, enfin, du moins l'argument commercial du sucre de fleur de coco, c'est qu'il aura un index glycémique faible. Quand on regarde objectivement la composition, c'est la même composition que le saccharose, c'est 50% glucose, 50% fructose. Donc, il y a des choses là-dessus. Les pays exportateurs de sucre de fleur de coco vendent le produit comme ayant un index glycémique très faible. Et quand on regarde objectivement au niveau de sa biochimie, il aurait le même index glycémique que du saccharose. Après, il est bon au niveau du goût, mais par contre, il y a un surcoût, mais il n'y a pas d'avantage particulier pour le sportif, voilà, pour répondre clairement à la question. D'accord. Question suivante. Bon, tu as parlé effectivement de la journée, d'une journée globalement type pour une pratique ou une compétition. Et la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait là? C'est jour J, mais qu'est-ce que tu fais à J-1, J-2, J-3, J-4? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais varier? Bon, je suppose que ça dépend aussi du type d'activité, mais globalement. Bah, ça dépend du type d'activité. Ouais, ça dépend du type d'activité. Alors, il faut dire qu'il faudrait qu'idéalement, on augmente en fait la consommation de glucides à J-1, J-2 éventuellement, pour en fait faire des réserves de glycogène. Le glycogène, ça va être un substrat privilégié lors de l'effort. Ce glycogène est stocké dans le muscle. Donc, ce glycogène représente 1 à 2% du poids du muscle. Et puis, avec des techniques de rebond, entre guillemets, glycidiques et un entraînement adapté, on peut monter jusqu'à 3 à 4% du poids du muscle en glycogène. Ce qui veut dire qu'en fait, on augmente littéralement le réservoir d'essence. Donc, ça nous permettra de durer plus longtemps dans l'effort. Donc, ce qui va être intéressant avant l'effort, c'est d'augmenter la charge de glucides d'une façon générale, de diminuer un petit peu la quantité de fibres et la quantité de lipides pour assurer une meilleure digestion, faciliter la digestion et faire de la place pour les glucides pour remonter cette charge glucidique, avoir une alimentation un petit peu plus alcalinisante. Donc c'est ce qu'il faudrait faire en fait la veille et l'avant-veille d'un effort, en sachant qu'encore une fois, il y a beaucoup de protocoles qui disent oui, la veille d'un effort ou avant-veille, vous allez consommer vachement d'antioxydants. Non, ce qui est important, c'est d'avoir une hygiène alimentaire de tous les jours. Parce que quand on raisonne sur un effort, l'effort sur une compétition, pardon, ça reste ponctuel. Quand vous prenez, par exemple, un marathonien qui va faire son marathon, c'est 42 km, un marathonien qui s'entraîne régulièrement, il avale 100-120 km par semaine. Donc les 42 km du marathon, c'est un épiphénomène dans sa pratique sportive.
L'intensité sera peut-être plus importante, mais par rapport au volume d'entraînement, quand vous prenez un lutteur qui s'entraîne tous les jours, 2 heures par jour, qui fait du renforcement, etc., etc., quand ce lutteur va faire un combat de lutte, parce qu'une compète de lutte, il va tirer quoi? Il va tirer 10 minutes. S'il a plusieurs combats, il va tirer 20 minutes dans la journée, alors qu'il s'entraîne déjà 2 heures par jour. Donc c'est pour ça que c'est l'alimentation du quotidien qui va être importante. Après, pour revenir sur cette histoire d'alimentation avant l'effort, je vous ai parlé de ce rebond glucidique. C'est quelque chose qu'on fait, mais qu'on évitera de faire dans les sports à catégorie de poids. Parce qu'un boxeur, si vous voulez, qui est pile poil à son poids et qui fait un rebond glucidique la veille de son combat, la veille de monter sur la balance, s'il prend 2 kilos, eh ben, il rentre chez lui parce qu'il est plus au poids. Donc on évite de faire des rebonds dans les sports à catégorie de poids, bien que ce serait utile. Donc on essaye de faire le rebond après la pesée par d'autres techniques en fait. Ok. Autre question, donc on remonte un petit peu dans l'histoire. Il y a une question, à l'époque des Romains, les gladiateurs étaient végétariens. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, être sportif ne pourrait pas être 100% végétarien? Alors, bon là encore une fois, on n'était pas. Donc il y a beaucoup de débats là-dessus. Alors déjà, le végétarien en fait ne mange pas de viande, mais il mange du poisson, il mange des œufs, il mange des laitages. Donc il n'y a aucun souci au niveau des apports en protéines. Après, le végétalien, si c'est là le fond du débat, c'est un autre problème, puisqu'encore une fois, l'apport en protéines est incompressible. Et vous avez vu, je vous ai donné les besoins en protéines. Donc rien n'empêche une personne végétalienne de consommer des quantités énormes de végétaux pour arriver à sa consommation totale de protéines. Sauf qu'il y a d'autres problématiques qui vont venir ici, c'est-à-dire on a un microbiote qui n'est pas fait pour digérer uniquement des végétaux, et on va se trouver face à d'autres problématiques chez la personne végétalienne, j'insiste, végétalienne. Mais le végétarien, ça pose aucun problème, puisqu'on n'est pas obligé de manger de la viande. Je vous ai parlé des œufs, je vous ai parlé du poisson, je vous ai parlé des laitages, qui sont des sources de protéines tout aussi intéressantes que la viande, si ce n'est qu'il n'y a pas de fer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais on peut faire du sport et être performant sans manger de viande. Parfait, parfait. Question suivante, j'y répondrai. Est-il possible de revoir un live, ou en tout cas un replay au live comme le web est enregistré, comme je l'ai évoqué au début, et donc le temps qu'il soit un petit peu relooké, et il reparaîtra sur les réseaux sociaux courant février. Voilà pour la réponse. Question suivante, à plus c'est d'actualité, forcément. Comment adapter son alimentation? Alors, j'ai bien une réponse, mais je pense que tu seras plus à même que moi à répondre. Comment adapter son alimentation en cas de baisse du volume d'activité? Exemple, confinement. Et ben voilà. Alors, deux choses importantes. Ben, il faut pas diminuer son apport en protéines. Après, tout dépend des disciplines, mais il faut quand même maintenir un apport en protéines. Il ne faut pas partir du principe que je m'entraîne plus, donc je mange plus de protéines. Parce que si on diminue trop l'apport en protéines, la masse musculaire va filer. On voit bien déjà qu'en s'entraînant moins, la masse musculaire a tendance à diminuer. Donc, si en plus on diminue trop notre apport en protéines, cette masse musculaire va franchement descendre. Donc, pour les sportifs qui avaient un entraînement régulier, par exemple, qui était à 1,4 g, descendez pas sous 1,2 g. Par contre, ce qui est important, c'est de diminuer la consommation de glucides. Les glucides, visualisez-les comme le carburant. Donc, si mon véhicule reste au garage, je ne fais pas le plein tous les jours. Donc, diminuer la consommation de glucides et essayer d'avoir éventuellement un repas du soir un peu moins riche en glucides que ce qu'il était précédemment. Par contre, augmentez votre consommation de végétaux, augmentez votre consommation de légumes. Alors attention aux fruits, puisque vous avez aussi des glucides dans les fruits. Donc, si vous passez de 400 grammes de pâtes par jour à 200 grammes de pâtes, mais que vous passez de 200 grammes de fruits à 1 kg de fruits, vous avez transféré le problème des glucides, mais vous aurez autant de calories dans un cas comme dans l'autre. Mais voilà, essayez de maintenir l'apport en protéines et diminuer la charge en glucides d'une façon globale. Okay, j'enchaîne du coup. Quel est l'intérêt de la maltodextrine dans une boisson d'effort? Alors, la maltodextrine, en fait, c'est un hydrolysat de glucides. C'est de l'amidon, en fait, qui a été découpé de façon plus ou moins grossière. Donc, vous avez différents types de maltodextrine et les glucides peuvent être découpés à différents degrés. Donc, il y a ce qu'on appelle un dextrose équivalent, logique, sur les maltodextrines. Quand le glucide est très découpé, en fait, donc l'amidon, c'est quoi? L'amidon, c'est la pomme de terre. C'est de l'amidon de pomme de terre, c'est de l'amidon de maïs, c'est de l'amidon de blé. Donc la maltodextrine, c'est de l'amidon qui a été découpé. Donc plus mon amidon est découpé, plus je vais vers du glucose.
et plus ma maltodextrine, c'est du sucre. Moins mon amidon est découpé, et en fait, plus je reste sur des grosses molécules de glucides, qui sont des glucides plutôt lents. Donc en fait, maltodextrine en soi, ça veut dire on a découpé un amidon. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment l'amidon est découpé. C'est-à-dire que dans certaines boissons d'effort, vous allez avoir des maltodextrines, mais c'est des boissons high energy, entre guillemets, pour des sports à intensité élevée. Là, ça veut dire que vous êtes sur une maltodextrine qui a été particulièrement découpée, donc c'est une autre façon d'appeler le glucose, hein, tout simplement. Et à côté de ça, vous avez des boissons dans lesquelles vous aurez des maltodextrines qui sont des boissons destinées à des efforts de longue durée. Et là, au final, c'est de l'amidon qui a été peu découpé pour avoir des glucides lents. En logique, quand on vous parle de maltodextrine, vous avez un indice qu'on appelle le dextrose équivalent. Quand le dextrose équivalent est de 0, c'est que vous êtes sur un amidon, vous mangez du pain, entre guillemets, et quand le dextrose équivalent est de 20, c'est que vous êtes sur du glucose. Hein. Alors, vous vérifierez, je me suis peut-être trompé dans le sens, mais enfin bon, voilà, 0, c'est que c'est très c'est que c'est très détruit, dégradé, c'est un sucre rapide, et 20, c'est qu'on est plus sur un sucre lent. Voilà. Mais la maltodextrine, c'est une autre façon d'appeler les glucides, quoi. Du coup, jus de grenade pur, plus jus de citron, plus eau, plus sucre pour boisson, pour un effort, plus d'une heure. Est-il judicieux pour le sportif? Très bien. Très bien. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans la boisson d'effort, on peut la faire très légèrement acide pour qu'elle franchisse plus rapidement l'estomac. Donc, quand vous faites, par exemple, un jus d'orange, de facto, c'est acide. Là, on a un jus de grenade, donc qui va apporter du goût, qui apportera quelques antioxydants. On va avoir le citron qui permet de franchir plus rapidement l'estomac. Et puis, on a des glucides dosés correctement. Donc, ça, c'est une très bonne boisson d'effort. Et on peut rajouter 1 gramme de sel éventuellement. D'accord. La question, c'est régime sans fibres. Comment faire? Un régime sans fibres, c'est pas compliqué. Tout le monde a eu une gastro une fois dans sa vie. Ben, c'est le régime gastro. Donc, quand j'ai la gastro, j'évite les fruits, j'évite les légumes. Ce sont les principales sources de sucre. Donc, j'évite les fruits, j'évite les légumes et j'évite les produits complets. Donc, on va prendre un exemple de régime sans fibres. Par exemple, vous avez un match de tennis qui est important à 18 heures. Donc, vous allez faire un repas du midi où vous n'allez pas manger de fibres. Ben, qu'est-ce que ça va être? Ben, vous allez faire, par exemple, en entrée, vous allez prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en entrée? On va pas mettre d'entrée. Vous allez mettre du riz ou alors une salade de riz. Une salade de riz et de thon, par exemple, en entrée. Et puis ensuite, vous allez faire une assiette de pâtes avec de la purée de carottes dans laquelle il y a très peu de fibres. Vous rajoutez un petit morceau de blanc d'Inde et puis vous prenez un yaourt. Et là, vous avez fait un repas sans fibres. Arrive la collation, donc que vous allez faire 2 heures avant votre match de tennis. Vous pouvez manger une crêpe. Alors la crêpe, pour le coup, vous la faites avec une farine blanche. Vous n'allez pas mettre une farine complète. Bon, très bien. Question Un petit suivante. déjeuner sans. Ouais, il y avait quelle est la VMA d'un sportif moyen de haut niveau? Après, la VMA dépend, bon, je vais peut-être répondre, c'est que ça dépend aussi du type Oui, d'activité. vas-y. Ouais. Ça dépend du type Bah, oui. d'activité. Donc, la VMA dépend puisque qui dit VMA dit aussi activité énergétique aérobie. Ouais. Notamment, c'est un outil qu'on utilise notamment dans ces disciplines-là. Et donc, effectivement, ça dépend du type d'activité. On va être à 16, 17, 18, voire plus, évidemment, en fonction des sportifs de haut niveau et des sports d'endurance où là, on va dépasser les 20 km/h. Donc voilà. Est-ce que sauter permet de renforcer le calcium des os? Alors, sauter, oui, ou du moins, il suffit qu'il y ait des impacts au sol. C'est-à-dire que les impacts au sol permettent d'augmenter l'accrétion osseuse. Donc, le fait de courir suffit déjà à augmenter comment dirais-je, la qualité du tissu osseux. Donc, sauter, oui, a fortiori, mais après, quand on saute, on court forcément avant de sauter. Et les impacts au sol qui ont lieu lors de la course d'élan suffisent déjà à renforcer la densité minérale osseuse. Hein. Il y avait aussi, est-ce que toutes les indications que tu as données sont valables à tout âge? Bon, on a déjà un petit peu évoqué sur les jeunes. Oui. Faut-il adapter en fonction D'une façon globale, c'est valable à tout âge. C'est-à-dire que quel que soit notre niveau de pratique et notre âge de pratique, il faut toujours essayer de procéder comme ça. Il faut avoir suffisamment de protéines. Il faut savoir qu'en avançant en âge, le rendement protéique n'est pas le même. C'est-à-dire que plus on avance en âge et plus on devrait consommer des protéines.
Donc, passé 65-70 ans, quand on pratique une activité physique, il faudrait consommer autant de protéines qu'on en mangeait quand on avait 20 ans. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a souvent tendance à diminuer notre apport en protéines. Mais après, la logique reste la même. Après, il y a les adaptations interindividuelles. Bon, là, il y a une question. Alors, on ne sait pas quel type de blessure, mais est-ce qu'il y aurait des préconisations sur un retour de blessure? Bon, la question, c'est comment éviter les blessures à la reprise des activités physiques et sportives intenses? Bon, alors sans parler d'alimentation, mais déjà, il y a tout ce qui est prépa physique et puis remise en mouvement adapté. Après, ce qui est important, vous comprenez bien que moins vous êtes hydraté, plus vous avez de risques de vous blesser. Donc, quand on reprend une activité physique, il faut surtout assurer l'hydratation. Ça, c'est capital. Il faut assurer les apports en protéines parce que quand je m'entraîne, je crée des micro-lésions. Et si les micro-lésions ne sont pas repérées, ça fait des macro-lésions et des blessures. Donc, il faut apporter suffisamment de protéines. Il faut apporter suffisamment d'oméga 3. Les oméga 3 assurent la cicatrisation. Donc, si je mange jamais de noix, que je consomme jamais d'huile de colza, que je consomme jamais de poisson gras, forcément, je cicatrise pas correctement. Et l'activité physique va générer, sur le coup de l'activité, une production de radicaux libres importante qui va agresser nos tissus. Donc, pour reprendre une activité physique en limitant le risque de blessure, il faut consommer des antioxydants. Donc, le jus de grenade, c'est super. Mangez des fruits, mangez des groseilles, des framboises, des mûres, des myrtilles, mettez de la couleur dans votre alimentation, consommez des poissons gras et mettez des graisses de bonne qualité. Et consommez aussi des protéines en quantité suffisante. Et ça permettra d'éviter les blessures. Et puis la boisson d'effort qui est fondamentale. D'accord. Est-ce que tu as un conseil pour une personne qui est donc, je pense, un ado à la maison et qui, a priori, s'alimente pas forcément de manière assez importante par rapport à la pratique qu'il fait. Donc, comment elle peut éventuellement gérer l'équilibre alimentaire, sachant qu'il est en pleine croissance, du coup? Tout dépend ce qui manque dans son alimentation. En tout cas, il ne mange pas en quantité déjà. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. A priori, il ne mange pas en quantité. Il mange pas en quantité. Alors après, s'il ne mange pas en quantité, il faut... l'apport en glucides, je pense qu'il l'aura toujours, parce que l'apport en glucides, c'est du riz, des pâtes, des pommes de terre, du pain ou des biscuits, même si la qualité n'est pas bonne. Après, ce qui risque de manquer, c'est, encore une fois, c'est les apports en protéines, les apports en oméga 3. Alors, les apports en oméga 3, déjà dans la cuisine, il faut utiliser les huiles indiquées, donc surtout mettre du colza, du colza, du colza, du colza. C'est l'huile la moins chère de toutes, c'est l'une des plus intéressantes. Rajouter, quand c'est possible, de l'huile de noix, par exemple dans tout ce qui va être crudité. Donc ça, c'est quelque chose qui passe dans la cuisine, donc ça ne se voit pas, entre guillemets. Pour augmenter les apports en protéines, ce qui peut être sympa pour les ados qui ne veulent pas trop manger de viande ou de choses comme ça, c'est de faire des flans. Un flan aux œufs, gâteau de riz, gâteau de semoule, c'est des desserts sympas qui sont des desserts de bonne qualité, dans lesquels je vais trouver des protéines en quantité suffisante, et c'est une façon d'augmenter mon apport en protéines de façon assez facile. Faire des crêpes, j'insiste beaucoup sur les crêpes parce que c'est quelque chose de nutritionnellement très intéressant. Bon, après, tout dépend de la quantité de confiture, de miel ou de Nutella que je pose dessus, mais ça c'est autre chose. Mais la crêpe en soi, c'est un produit super intéressant. On peut rajouter, en fait, dans ces préparations, dans les crêpes, on peut rajouter par exemple du germe de blé, de la levure de bière, ce qui permet d'augmenter de façon significative les apports en micronutriments. Et chez l'ado en question, chez les ados, il y a quand même une consommation de végétaux, de fruits et légumes qui n'est pas forcément top. Donc, ça peut être intéressant de rajouter effectivement levure de bière et germe de blé pour augmenter les apports en micronutriments. Après, je dirais qu'encore une fois, c'est que du cas par cas. Tout dépend ce qui est mangé, tout dépend ce qui n'est pas mangé. Et puis, il faut adapter en fonction des goûts de l'ado. Parce que si on lui donne des crêpes et qu'il n'aime pas les crêpes, ça ne marchera pas. S'il n'aime pas le poisson et qu'on lui fait manger des poissons gras ou qu'il se rend compte que ce qu'il mange a le goût de poisson, ça ne marchera pas non plus. Donc après, c'est que du cas par cas. Et on peut trouver des alternatives nutritionnelles. Pour rester dans le thème, a priori, moi, je ne suis pas vraiment mon calendrier, mais a priori, c'est assez chouette. A priori, c'est la Chandeleur bientôt. Donc, a priori, personne n'a la bonne info. Et donc, la question, c'est par rapport aux crêpes, c'est quel type de farine à conseiller? Alors, moi, ce que je conseille, alors on est d'accord, d'une façon générale, je conseille un mélange de farine T80 et de farine d'avoine. Ce qui fait qu'on est sur des index glycémiques très faibles. Donc, on est sur des crêpes de très bonne qualité qui vont diffuser très lentement dans le sang. Avant l'effort ou à l'effort, la crêpe c'est super intéressant pendant l'effort. Si j'ai un intestin qui est plutôt sensible, je mets de la farine blanche classique type Francine. On est d'accord? À l'effort. Si j'ai un intestin sensible, je fais mes crêpes
avec une farine blanche, la T45, la T55 Francine classique. Sinon, je reste sur ma farine T80, ma farine d'avoine. D'accord. Des œufs, bien évidemment, puis du lait. Tu parlais tout à l'heure justement des huiles. Concernant les huiles, on parle d'huile crue pour les apports en oméga 3. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Alors, ce sujet? oui, les oméga 3 ne supportent pas la cuisson. Donc, effectivement, si j'apporte des huiles riches en oméga 3, la noix, le colza, l'huile de lin, l'huile de cameline ou les poissons gras, alors on préfère des cuissons douces, en sachant que vous avez un repère, c'est que quand une huile brûle, elle fabrique vous avez une espèce de fumée bleue qui pique les yeux, qui pique le nez, qui pique la gorge. Donc quand votre huile est brûlée, vous le savez tout de suite. Mais c'est vrai que des huiles telles que l'huile de colza, elle peut chauffer, son point de fusion est à 180 degrés, mais il ne faudrait pas la faire cuire. Et toutes les huiles riches en oméga 3, lin, colza, noix et cameline, c'est une huile qui est très intéressante, jamais de chauffage. Je ne parle même pas de cuisson, je parle de chauffage, jamais de chauffage. Donc, c'est des huiles qui s'utilisent à froid. Donc, je les mets dans les salades, ou alors j'ai fait du potage. Quand je suis en capacité de manger le potage, je pense qu'il est à la bonne température, je mets ma cuillère à café d'huile dedans. Mais surtout, je ne passe pas au micro-ondes derrière. Et les poissons gras, saumon, hareng, sardines, maquereau, préférez les cuissons douces au four et pas directement sur la plaque parce que la cuisson détruit les oméga 3. Il y a du jour, on revient sur les crêpes, hein, après ces deux saisons. La question est posée sur la farine de sarrasin, comme on peut retrouver sur les galettes bretonnes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est très intéressant aussi, hein. Ça pose aucun problème. Après, voilà, mettez les farines que vous voulez, mais restez plutôt sur des farines complètes, semi-complètes, ou voilà, essayez de mélanger un petit peu les farines pour avoir des valeurs nutritionnelles un petit peu plus intéressantes que de la farine blanche classique, et pour avoir aussi des index glycémiques un petit peu plus bas, donc des vitesses de diffusion dans le sang qui sont plus basses qu'avec des farines blanches classiques. Allez, une petite dernière. C'est beau. Oui. Lait d'amande pour remplacer le lait de vache est-il intéressant pour les céréales du matin? Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a une autre source de protéines, dans le lait d'amande, on va avoir. Alors, il faut faire attention à ce type de produit parce que quand on regarde les compositions, c'est quand même 80, c'est quand même plus de 90% d'eau, il y a relativement peu d'amandes. Donc, quand même, on a un apport en protéines qui est de moins bonne qualité. Donc, après, à voir. Mais après, si l'apport en protéines est correctement couvert à côté, moi, ça pose aucun problème. Hein. Bon, Après, généralement, c'est des laits qui sont enrichis en calcium, donc on retrouve à n'importe quel cycle intéressant. Donc après, la particularité du lait par rapport au lait d'amande, c'est la teneur en protéines de bonne valeur biologique.